À la une de ce journal, le ministre de la Justice supervise à Nouakchott le lancement de la 8e édition du concours de plaidoirie dans la Mauritanie. Notre pays commémore la Journée internationale de lutte contre la corruption. Jour J-1, la ville de Ouadane est fin prête pour accueillir les activités de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine. Merci de rester fidèle à El Mauritania pour se prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de Mme Saïd Dani Khaytour, sa présidente, à la présentation et à l'examen de deux projets de loi suivants. Projet de loi numéro 022-2021 autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 4 septembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement relative au projet de construction de la route Attar-Chengueti. Projet de loi numéro 023-2021 autorisant la ratification de la convention cadre vente à tempérament signée le 4 septembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement relative au projet de construction de la route Attar-Chengueti. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, dans lequel il s'est apaisanti sur les grandes lignes de ces deux projets de loi, soulignant que l'aménagement d'infrastructures routières représente un enjeu essentiel pour développer les échanges, réduire les coûts de production, renforcer la compétitivité de l'économie nationale et toucher les zones rurales éloignées, terrain de prédilection de la pauvreté. Réunis hier à Nouakchott sous la présidence de M. Bekay Ould Abdelkader Ould Khou, son président, la commission des finances de l'Assemblée nationale a également examiné le budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire au titre de la loi des finances initiales. Défendant son budget, M. Sid Ahmed Ould Mohamed a mis en exergue ces grandes lignes de ce projet et ses chapitres de dépenses et d'investissement. Le ministre a précisé que le projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2022 a été établi en conformité avec les programmes Ta'ahoudati et PROPEP du président de la République, la SCAP, et avec la stratégie de développement du secteur. Il prend en compte les impératifs de bonne gouvernance visant à assurer une gestion saine des finances publiques conformément aux orientations du président de la République. Ce budget se chiffre à 2 537 230 529 MRU. Restons avec la commission financière de l'Assemblée nationale qui a consacré une réunion à l'examen du budget du secrétariat général du gouvernement au titre de l'année 2022. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba, dans lequel il s'est apaisanti sur les principales lignes de ce budget qui se chiffre à 589 700 millions du moins, 701 ouïa et 729 MRI. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Boye, a supervisé ce matin au Palais de Justice à Nouakchott-Ouest le lancement de la 8e édition du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme de Mauritanie. Ce concours est organisé conjointement par l'Ordre national des avocats
et l'Institut international des droits de l'homme et de la paix avec le soutien de l'ambassade de France, de l'Union européenne et du Conseil national des barreaux de France. Mohamed Khattab. Il s'agit d'un concours international de plaidoirie organisé depuis 2013 par l'Ordre national des avocats et l'Institut international des droits de l'homme en partenariat avec l'ambassade de France, l'Union européenne et le Conseil national des barreaux de France dans le but d'attirer l'attention sur des problèmes internationaux de violation gravissime des droits de l'homme en donnant l'occasion aux avocats sélectionnés de montrer par le raisonnement juridique que ces atteintes n'ont pas lieu d'exister dans un état de droit. Placé sous le haut patronage du ministre de la Justice, le concours international de plaidoirie de Mauritanie a démarré ses travaux ce matin au palais de justice de Nouakchott-Ouest. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Bouye, a déclaré que les droits de l'homme constituent à l'heure actuelle un sujet de grande importance du fait qu'ils sont devenus un système de mesure de l'avancée d'une démocratie dans un pays. Il a souligné également qu'il veillera à l'important rôle que joue la justice dans l'instauration de l'état de droit et de son indépendance effective à travers la création de conditions permettant de protéger les droits et les libertés des citoyens. De son côté, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Maître Brahim Moulebeti, a indiqué: Le mérite en premier lieu pour l'organisation de ce concours revient à la bonne collaboration entre l'Ordre national des avocats et l'Institut international des droits de l'homme et de la paix de Caen, avec lesquels nous avons travaillé pour arriver à cette cérémonie et assurer les succès de la présente édition, et bien sûr à l'ambassade de France et à la délégation de l'Union européenne pour leur concours matériel et financier appréciable, qu'il en soit vivement remercié. Mais aussi à Monsieur le ministre de la Justice, que nous avons tenu régulièrement informé du programme de ce concours, mais aussi de toutes les étapes de la préparation, et qui a veillé à donner ses instructions pour que nous soyons accompagnés pour le succès de ce concours, qu'il en soit vivement remercié. Pour sa part, le directeur de l'Institut international des droits de l'homme, M. Jonas Bochet, a souligné: 8 éditions. Rares sont les projets qui peuvent se targuer d'avoir une si belle et si longue existence. Cette longévité exceptionnelle montre l'intérêt de la Mauritanie, du monde judiciaire de ce pays, des organisations de la société civile et de la jeunesse mauritanienne pour la question des droits de l'homme et plus généralement pour celle de la démocratie et de l'état de droit. Cette longévité montre également que le concours, au-delà des frontières mauritaniennes, attire toujours plus de professionnels du droit. La première conseillère de l'ambassade de France, Mme Catherine Disparti, a quant à elle indiqué: Nous sommes vraiment très heureux que ce concours puisse reprendre et je souhaite, au nom de l'ambassadeur, adresser nos félicitations pour votre volonté et votre abnégation, votre ténacité pour l'organiser, pour porter la question des droits de l'homme défendus et qui vont être défendus par des avocats ici venus de plusieurs continents. Enfin, pour le chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne, M. Jean-Marc de Verp, il a précisé: Je voudrais tout d'abord féliciter vivement l'Institut international des droits de l'homme et de la paix et l'Ordre national des avocats de Mauritanie pour le portage et l'organisation de cet important événement. Mes félicitations vont également au ministère de la Justice, qui constitue l'épine dorsale et le parrain de ce rendez-vous international annuel qui, je l'espère, est plus que jamais inscrit dans la durée dans l'agenda du ministère de la Justice. Il est à noter que la compétition met en lice des avocats d'Algérie, du Cameroun, d'Haïti, de Belgique, de France, de Tunisie et comprend des plaidoiries en arabe et en français. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a commémoré aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre la corruption sous le slogan « Préservez vos droits, jouez votre rôle, dites non à la corruption ». Les activités de commémoration comprenaient des présentations portant sur la définition de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, les performances de la Cour des comptes et le mécanisme de suivi et d'évaluation des marchés publics. Bokar Bailaba.
Les pays ne sont pas les seuls à devoir endosser la responsabilité face au problème mondial de la corruption. Chaque personne a un rôle à jouer pour prévenir ce phénomène afin de promouvoir la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société. D'ailleurs, le thème de cette journée est on ne peut plus explicite. Votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Rappelons-nous des propos de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à l'occasion de son adresse à la nation du 28 novembre 2021. Nous ne voulons pas que la lutte contre la corruption ne soit qu'un slogan, ou qu'elle se transforme elle-même en corruption, par la sélectivité, les règlements de compte et l'atteinte à l'honneur des personnes sans présomption ni preuve. Nous voulons plutôt qu'il s'agisse d'un travail institutionnel efficace, par lequel les ressources de l'État sont préservées et les corrupteurs sanctionnés conformément au texte en vigueur. C'est ainsi que le gouvernement a fait de la lutte contre ce fléau un axe fondamental de sa vision de développement du pays. Un État ne peut durablement se construire qu'avec la conviction partagée que la corruption est un fléau et un ennemi public. Ainsi, l'objectif de la Journée internationale de lutte contre la corruption est de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. La corruption, comme vous le savez, ralentit considérablement le développement économique, dont affecte le progrès vers les objectifs du développement durable et décourage les investissements directs étrangers et domestiques et place les petites entreprises dans l'impossibilité de surmonter les coûts initiaux liés à la corruption. Les conduites et les actes répréhensibles volent des ressources précieuses alors qu'elles sont indispensables pour se remettre de la crise de la Covid-19. La Convention des Nations Unies contre la corruption est le premier instrument universel de réponse globale aux défis de la corruption. Elle souligne la responsabilité des gouvernements à mettre en place une politique efficace de protection des lanceurs d'alerte afin que ceux qui s'expriment contre la corruption soient protégés contre la possibilité de représailles. Les participants s'accordent à dire que la lutte contre la corruption passe par la connaissance et la détection du phénomène. À cela s'ajoute la formation et la sensibilisation des agents publics et élus et le renforcement des dispositifs de prévention au sein des administrations. Et selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, chaque année, la corruption fait perdre environ 2600 milliards de dollars au monde. Le Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée pour la présentation et la publication de son 15e rapport périodique relatif à l'année 2019. Bokar Baylaba. Ce rapport est élaboré pour la première fois par une expertise mauritanienne. Il discute du rôle du secteur de l'exploration pétrolière et gazière dans la génération de revenus, l'élaboration de politiques pour attirer les investissements et la manière dont les gouvernements peuvent participer aux discussions publiques pour réaliser des réformes durables. Et à cette occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdessalam Mohamed Salah, a salué les efforts déployés dans la préparation de ce rapport et le travail participatif de qualité réalisé par les différentes équipes de l'ITIE chargées de la préparation de ce rapport. Il a indiqué que ces efforts s'inscrivent dans le cadre des directives du président de la République en matière de la transparence, de la diffusion de l'information pour promouvoir une gouvernance rationnelle, ouverte et redevable des ressources afin d'élever le classement du pays dans les indicateurs internationaux. Pour la coopération allemande, la Mauritanie a réalisé un rapport très pratique qui témoigne de l'organisation de l'équipe. Le renforcement de la confiance dans le secteur extractif est un résultat de tous les efforts déployés pour faire fonctionner le ITIE. Ce renforcement profite à la fois au gouvernement et au secteur privé et au pays. Maintenant, le temps est venu pour transférer la responsabilité de soutien de l'ITIE entre les projets de la GIZ. Du projet PRODEF, le programme de bonne gouvernance, au projet DIME, le projet des ressources minérales. Nous, chez DIME, nous ferons
tout notre possible pour suivre le bon travail qui est déjà en train de s'évaluer à l'ITIE. Les recommandations de ce rapport, élaboré par un expert mauritanien, constitueront une refonte pour tout le système financier extractif de la Mauritanie. Comme vous le savez, la Mauritanie commence à récolter les fruits de son engagement politique et de son appui par son gouvernement. L'ITIE commence à récolter ses fruits. Vous n'êtes pas sans savoir que la Mauritanie a été félicitée lors de la semaine africaine du pétrole à Dubaï. C'était entre le 8 et le 12 novembre. Et vous étiez en train maintenant d'écouter les témoignages et les qualificatifs du secrétaire exécutif en charge de l'Afrique, comment la Mauritanie est allée jusqu'à être le deuxième pays dans le monde avec l'Allemagne qui servira de projet pilote dans l'élaboration de son rapport 2020. La rencontre a été également marquée par la visioconférence depuis Oslo en Norvège du directeur exécutif adjoint de l'ITIE pour l'Afrique, Badi Baldé, sur l'importance des rapports élaborés par les pays engagés dans cette initiative. Pour rappel, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est la norme mondiale pour la promotion de la bonne gouvernance des ressources pétrolières, gazières et minérales. Cette norme exige des pays qu'ils publient des informations sur la chaîne de valeur extractive, de l'octroi des droits d'extraction aux revenus du gouvernement et à la façon dont ce revenu bénéficie à la population. Dans la wilaya de l'Adrar, le ministre de l'Agriculture a procédé aujourd'hui dans la ville d'Attar à la pose de la première pierre de l'extension de la Société mauritanienne des dattes. Cette extension vise à augmenter la capacité de production de l'unité de conditionnement et de conservation des dattes. Mohamed Khattab. Dans le cadre des festivités marquant la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Agriculture, M. Sidna Ould Hamdali, a procédé à la pose de la première pierre d'une extension de la société Toumour mauritanien en vue d'augmenter la capacité de production de ces unités de préparation et de conservation des dattes et doubler sa capacité d'absorption. Dans un mot qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre a précisé que les acquis dans le secteur agricole s'intensifient chaque jour davantage, ce qui a permis d'obtenir des réalisations tangibles au cours des 2 premières années du mandat du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, surtout au plan de la promotion et de la modernisation de la culture des palmiers et de la valorisation de la production des oasis. Il a ajouté que la production nationale nette en produits dattiers est de 30 000 tonnes, dont la moitié est consommée pendant la période de la Guetna, la cueillette des dattes. Après cette période, durant toute l'année, les marchés nationaux sont vides de dattes locales, faute de moyens adéquats de conservation et de stockage. D'où l'intérêt et l'impact de cette extension qui, dira le ministre, va doubler la capacité actuelle de l'usine et passera de 500 tonnes à 1000 tonnes. Et cela grâce à la construction de 4 chambres froides et au montage de nouveaux équipements permettant de relever la production quotidienne de 2 à 4 tonnes, en plus de la réduction du coût de l'énergie par le montage d'une station solaire d'une capacité de 200 kW. M. Sidna Ould Hamdali a indiqué également que la société Toumour Mauritanie parviendra, avec cette extension, à l'atteinte du seuil de rentabilité économique par la réduction de ses charges et qu'elle sera en mesure de valoriser le produit local, de créer des emplois, de réduire des quantités importées de dattes et de transformer les dérivés des dattes à d'autres produits sollicités sur le marché et économiquement rentables. Pour sa part, la directrice de la société Toumour Mauritanie, Mme Khadjatou Moutennoun, a précisé que son établissement a créé plus de 100 emplois saisonniers au profit des femmes chefs de ménage et que ses équipes sillonnent toutes les oasis pour acheter le produit localement et rapprocher le service aux habitants. Le président du conseil régional de l'Adrar, M. Yahya Ould Abdelqahar, et le maire adjoint de la ville d'Attar, M. Cheikh Malaïn ou le Cheikh Saadbou, ont tour à tour souligné l'importance de l'extension de cette usine qui vient en appui aux agriculteurs et aide à l'emploi des jeunes et des femmes mères au foyer. Passé cet échange de discours, le ministre et sa délégation ont visité les salles de traitement, de tri et les chambres froides de l'usine avant de s'arrêter devant des échantillons de produits finis.
Le ministre s'est également réuni avec la directrice de la société et son staff, leur affirmant la disponibilité de son département à soutenir la société et à l'aider à surmonter les obstacles pour en faire un monument de production dont les retombées économiques sont perçues partout dans le pays. À Ninchiri, plus exactement dans la capitale de la wilaya Agjoust, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, en compagnie du Wali de Ninchiri, a visité le bâtiment du Conseil régional de la wilaya de Ninchiri. Le ministre et la délégation qui l'accompagnaient ont été informés sur l'avancement des travaux de ce bâtiment en construction. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a également effectué une visite similaire accompagnée du wali adjoint de la wilaya de l'Adrar au bâtiment du Conseil régional de la wilaya d'Adrar. Le ministre a pris connaissance de l'avancement des travaux. Un atelier technique sur le projet de stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme s'est ouvert jeudi dans la capitale économique. L'atelier est organisé par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile au profit des acteurs de la société des wilayas de Dakhlet Nouadhibou et de Tirizimour. Bokar Bailaba. À Nouadhibou, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Oul-Sidi, a été édifié sur le fonctionnement de plusieurs structures relevant de son département, comme le centre de réadaptation et de réinsertion pour enfants en conflit avec la loi. Sur place, il a reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de cette structure. En d'autres termes, il a reçu des explications sur le modèle adopté dans le domaine de la réadaptation et de l'intégration des enfants en conflit avec la loi, en termes pédagogiques et d'autres activités comme la mécanique, l'informatique, entre autres. Par ailleurs, il a supervisé l'opération d'acheminement des équipements de loisirs, sport, d'hygiène, de matelas et de couverture au profit des enfants en conflit avec la loi. Et au terme de la visite, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Oul-Sidi, a déclaré que cette assistance s'inscrit dans le cadre des priorités du président de la République pour la prise en charge des enfants en conflit avec la loi et leur réintégration dans la vie active. Sidi Mohamed Rekhliya est coordinateur régional du Centre de réadaptation et de réinsertion pour enfants en conflit avec la loi, affirme que la structure est outillée d'installation pour la bonne prise en charge des enfants en conflit avec la loi. En d'autres termes, il s'agit d'offrir un cadre idéal pour que ces enfants puissent se préparer à réintégrer la vie active. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Khan, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Amal Sidi ou le Cheikh Abdallahi. Malika Nagli. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres qui a examiné et adopté plusieurs projets de décret et de communication, dont un projet de décret relatif au recensement général des populations et de l'habitat. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, a exposé les grandes lignes du projet de décret relatif à la mise en place des structures qui auront en charge la conduite du processus de recensement général de la population et de l'habitat qui doit se faire en 2023, mais dont les préparatifs vont commencer incessamment. Ce recensement, indique le ministre, le 5e du genre, sera très proche de ce qui a été fait en 2013, à la différence qu'une nouvelle structure sera créée. Elle aura pour mission d'appuyer les équipes techniques sur le terrain
car cette fois-ci, des technologies nouvelles seront déployées dans l'usage de tablettes pour le recueil des données. Quant à la seconde communication qui a trait à la table ronde qui s'est déroulée à Néma le 27 novembre dernier, elle fait suite, déclare le ministre, à l'élaboration par la Mauritanie d'une stratégie régionale du développement du Hod Sharqi. Nous avons eu l'opportunité, dit-il, avec l'Alliance Sahel, qui s'est portée volontaire pour voir avec nous comment mobiliser les financements pour l'exécution de la stratégie. Répondant à une question sur la visite d'une mission de haut niveau de la Banque mondiale, le ministre des Affaires économiques a tenu à magnifier la présence de cette forte délégation de la Banque mondiale en Mauritanie. Nous avons reçu, dit-il, 2 vice-présidents et 45 hauts responsables de la Banque mondiale. C'est pour nous, dit-il, une grande marque de confiance et surtout une illustration des attentes de l'institution sur la Mauritanie. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Amel Minsidi Ould Cheikh Abdallahi, a passé en revue les points saillants du projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret portant statut particulier du corps des enseignants technologues. Il est question, dit-elle, de réviser la charge d'enseignement afin d'assurer plus d'équité concernant le traitement du personnel appartenant à ce corps. D'autre part, le projet de décret vise à supprimer le nombre d'années de service comme critère d'admission à la retraite, a précisé la ministre. Ce dernier point permettra également de se conformer à la modification de la loi 93-09 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État qui avait gommé le nombre d'années de service des critères d'admission à la retraite. Répondant à une question portant sur les préparatifs du Festival des cités du patrimoine, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtal Ould Dahi, a déclaré que toutes les mesures ont été prises pour que cette édition soit mieux que les dernières sur tous les plans. Le ministre a souligné que l'une des ambitions de cette édition, c'est de faire en sorte que le festival ait plus d'impact sur le développement local et la promotion des villes hôtes. Le chef d'état-major général des armées a supervisé à Attar l'inauguration de plusieurs infrastructures à l'Académie militaire interarmes. Ces infrastructures doivent renforcer celles déjà existantes et contribuer au développement des conditions favorables à l'émancipation des ressources humaines. Mohamed Khattab. C'est dans le cadre des festivités marquant la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance que le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Mogget, a procédé à l'inauguration de 4 blocs d'hébergement des élèves officiers d'actifs construits dans l'ancêtre de l'Académie militaire interarmes d'Attar avec une capacité d'accueil de 300 personnes. Ces blocs résidentiels, constitués de 192 chambres simples et doubles, sont dédiés aux élèves officiers et aux officiers en stage d'application et d'entraînement pour être dans des conditions d'hébergement convenables et conformes aux critères requis. De même que ces édifices qui viennent agrandir l'infrastructure de base de l'école militaire devenue une académie, s'ajoute à un espace vert, un champ de tir sur les cibles mobiles et un nouveau poste de commandement moderne. Le chef d'état-major général des armées a également visité les chantiers des travaux en cours d'exécution au niveau de l'académie, dont un restaurant de 180 places, un logement pour le commandant de l'académie hors de celle-ci et d'autres infrastructures. Il est à noter que le général de division Mohamed Bamba Mogget, chef d'état-major général des armées, était accompagné du général Mohamed Ould Haritani, chef d'état-major de l'armée de l'air, du général Hamadi Ould Mouloud, commandant du 2e bureau, du contre-amiral Ahmed Ould Ben Aouf, commandant du 3e bureau, et du colonel Mohamed Lemine Blal, commandant de la 3e région militaire. Un atelier de lancement national du projet Améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en partenariat avec l'UNESCO, s'est tenu à Nouakchott. L'objectif de cet atelier est de donner une vision claire du projet aux acteurs et partenaires du système éducatif mauritanien afin de garantir leur adhésion et contribution dans sa mise en œuvre. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Soumaré Alisili, a appelé que
ou du moins a rappelé que le projet Améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel est mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne à hauteur de 11 578 947 $. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Ba Halima Yahya, a supervisé aujourd'hui l'inauguration d'une unité spécialisée pour le dépistage du coronavirus qui a été installée à l'hôpital des spécialités de Nouadhibou. Pour l'occasion, la secrétaire générale du ministère de la Santé a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans le cadre des priorités du président de la République qui vise à améliorer les prestations de santé, notamment dans ce contexte qui nécessite des moyens importants de dépistage Covid-19. La première du genre qui permettra sans aucun doute de renforcer la détection et la lutte contre la Covid-19 dans notre capitale économique. Dans notre contexte actuel, les autorités sanitaires et politiques tiennent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la Covid-19, en particulier le nouveau variant Omicron. La mise en place d'une plateforme PCR à Nouadhibou est un élément très important qui s'ajoute au respect des engagements pris par le président de la République. Elle constitue aussi une grande avancée vers le rapprochement de l'offre d'un plateau technique de qualité aux populations de Dakhlet Nouadhibou. Le secteur de la santé est résolument décidé à renforcer la lutte contre la Covid-19. En effet, l'organisation de la campagne de vaccination en cours contre le Covid-19 et la nouvelle politique de mise en place des plateformes de diagnostic de haut niveau permettront sans aucun doute de renforcer davantage la surveillance, la prévention et la lutte contre la Covid-19, ses variants et les autres maladies afin d'instaurer un contexte de confiance et de sécurité sanitaire propice au développement durable du pays. Nous revenons à Nouakchott où le ministère de l'Agriculture a lancé ce soir la deuxième phase du processus de distribution des intrants agricoles au niveau des wilayas de l'intérieur. Ce processus consacré au plan de pommes de terre vise à améliorer les rendements agricoles dans les États agricoles. La ville de Ouadane est fin prête pour le lancement demain du Festival des cités du patrimoine. Tous les feux sont au vert pour accueillir le festival et cela grâce à l'implication de toutes les forces vives et des autorités. Les populations fondent beaucoup d'espoir sur cette activité, d'où le souci des autorités de faire en sorte que les festivals soient aussi une occasion pour promouvoir le développement local et le désenclavement. Afin de faire de l'événement une réussite, les autorités ont donc mis les petits plats dans les grands. L'enveloppe globale du festival s'élève à 201 97 147 émeries. Ces fonds du moins permettront de rehausser le niveau des services publics dans la ville. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 35 nouveaux cas de contamination, 82 guérisons et 2 décès. Ces résultats portent le cumul à 39 704 cas de contamination, dont 38 206 guérisons et 846 décès. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Justice supervise à Nouakchott le lancement de la 8e édition du concours de plaidoirie pour la Mauritanie. Notre pays commémore la Journée internationale de lutte contre la corruption.
Jour J-1, la ville de Ouadane est fin prête pour accueillir les activités de la 10e édition du Festival des cités du patrimoine. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir. ما زالت هذه المنارة تقف شاهدا حيا على ما حققته هذه المدينة من إشعاع حضاري وثقافي. هنا شارع الأربعين، حيث دور مؤسسي المدينة بالإضافة إلى أبرز علمائها. في هذه الرحبة كانت تنظم اللقاءات والاجتماعات، كما شكلت نقطة لتأمين النساء والأطفال خلال الحروب. هذه هي البئر المحصنة التي كانت موردا احتياطيا للماء في حالات الحصار والحروب. من وادان على قناة الموريتانية تتابعون سلسلة تقارير إخبارية وبرامج وثائقية وأخرى حوارية وبرامج خاصة. كل هذا وأكثر في تغطية